bandits, voyous, voleurs, schnappants. Au-dessus de l'île, on voit les oiseaux. Tout autour de l'île, il y a de l'eau. Bandits, voyous, voleurs, schnappants. Qu'est-ce que c'est que ces hurlements? Bandits, voyous, voleurs, schnappants. C'est la meute des honnêtes gens qui fait la chasse à l'enfant. Bandits, voyous, voleurs, schnappants. Il avait dit « J'en ai assez de la maison de redressement ». Et les gardiens, à coups de clé, lui avaient brisé les dents. Et il l'avait laissé étendu sur le ciment. Bandits, voyous, voleurs, schnappants. Maintenant, il s'est sauvé et, comme une bête traquée, il galope dans la nuit et tous galopent après lui. C'est un extrait du poème de Jacques Prévert, La chasse à l'enfant, un poème qu'il a écrit en 1934, après la mutinerie du bagne d'enfants de Belle-Île-en-Mer. Mutinerie qui a été provoquée par la révolte des enfants après le tabassage de l'un d'entre eux qui, au réfectoire, avait goûté au fromage avant de manger sa soupe. Ce bagne aura fermé en 1977. Entre-temps, l'ordonnance de 1945 aura donné une vision différente de l'attitude de la justice vis-à-vis des enfants. Ce bagne ne ferme qu'en 1977 grâce à la mobilisation des éducateurs, de magistrats, de médecins, d'avocats, d'artistes, de journalistes, dont le plus célèbre est Alexis Danan. Monsieur le ministre, monsieur le premier président honoraire de la Cour des comptes, chers maîtres, tout le monde a compris qu'en ces titres, j'ai salué une seule et même personne, Pierre Joxe. Mesdames et messieurs les parlementaires, Dominique Rimbaud, Jean-Pierre Michel, Madame la contrôleure générale des lieux de privation de liberté, Mesdames, Messieurs les hauts magistrats, Mesdames, Messieurs les avocats, Mesdames, Messieurs les directeurs, directrices interrégionales et interrégionaux, Mesdames, Messieurs les présidentes, présidents d'associations et d'instances, Mesdames et Messieurs les représentants des ministères de l'Éducation nationale, de l'Intérieur, de la Santé, de l'Emploi, des Sports, de la Famille, Mesdames et Messieurs, chers maîtres, les avocats, Mesdames et Messieurs, vous tous, vous qui œuvrez tous les jours pour la justice des enfants. Merci d'être là, mais surtout merci pour les travaux que vous avez accomplis pour préparer cette journée, mais des travaux que vous assurez pour certains d'entre vous depuis plusieurs années. Ce sont des travaux qui vont nous éclairer, qui nous ont déjà éclairés et qui vont nous éclairer aujourd'hui encore, où nous allons croiser nos réflexions, où nous allons mieux comprendre les décisions que vous êtes appelés à prendre pour les praticiens d'entre vous, mais également l'action que vous conduisez pour celles et ceux qui encadrent la jeunesse. Peut-être définir d'abord cette matière sur laquelle nous réfléchissons ensemble. 234 000 enfants, adolescents ont eu affaire à la justice. Cela représente 3,7% de la population de moins de 18 ans. Cette population de moins de 18 ans, ces 3,7%, ces 234 000, sont des adolescents, principalement, puisque 47% d'entre eux ont entre 16 et 17 ans, que 40% d'entre eux ont entre 13 et 15 ans, qui sont 9% à avoir moins de 13 ans, et 83% d'entre eux sont des garçons. Pour les infractions qui leur sont reprochées, pour les actes qu'ils ont commis, 43% sont des atteintes aux biens sans violence, 27% sont des atteintes aux personnes avec violence légère ou grave. La structure familiale ne s'avère pas déterminante. Il n'y a pas une prévalence dans les familles recomposées ou les familles monoparentales. Par contre, peuvent être déterminants la capacité de surveillance, ou en tout cas les défauts de capacité de surveillance, ainsi que les conditions de vie et les conditions de travail. Autour de cette thématique, nous allons travailler ensemble, mêler nos réflexions et nos expériences, à partir d'une problématique simple, celle de la méthode qui appelle de la rigueur. Évidemment, chacun d'entre nous sait la charge émotive qu'il y a
dans le sujet de la justice des mineurs. Et nous sommes nous-mêmes parfois saisis de stupéfaction devant des actes commis par des enfants, des préadolescents ou des adolescents, parfois des actes graves, parfois un crime, parfois des crimes. Nous sommes saisis, nous aussi, interloqués. Il demeure que nous refusons de révoquer la raison et que nous devons toujours reconvoquer la raison. C'est en tout cas la démarche que j'ai choisie, à l'instar de ce que j'avais choisi de faire pour préparer la réforme pénale, une conférence de consensus qui avait rassemblé des personnes de sensibilité, d'expérience, de parcours différents et qui a permis, sur ce sujet de société, de convenir d'un consensus et de faire des propositions qui ont alimenté notre réflexion. C'est aussi la méthode que j'ai choisie pour la réforme de la justice civile. Cette réforme que nous appelons J21, à partir de laquelle j'ai demandé à des personnalités du monde de la justice et à nos partenaires de travailler ensemble. Et sur la base de leur rapport, nous avons organisé 2 journées de réflexion à l'UNESCO. Et sur la base de ces réflexions, j'ai sollicité toutes les juridictions et nos partenaires de justice, les avocats, les notaires, les huissiers, toutes celles et tous ceux qui contribuent à l'œuvre de justice. Et c'est sur la base de tous ces travaux, de ces réflexions communes, que nous avons élaboré cette réforme de la justice civile. C'est la même méthode que j'ai choisie pour la justice des enfants. Et c'est pour ça que vous êtes là aujourd'hui et que je vous remercie chaleureusement d'avoir accepté non seulement de nourrir nos réflexions, mais d'être là aujourd'hui pour ce point d'orgue qui nous permettra de recevoir, de recueillir plus fortement encore ces réflexions que vous allez partager. C'est pour cela que nous devons bien comprendre que nous ne devons pas céder à l'intimidation stérile et dangereuse qui prétend que, sous prétexte de ne pas excuser, il ne faut pas expliquer, qui interdit d'expliquer, qui dispense de savoir. Nous disons au contraire qu'il faut comprendre, qu'il faut savoir. C'est la condition pour agir utilement au service de la société. Oui, il nous faut comprendre et savoir, parce que l'ignorance, l'incompréhension, qu'elle soit de négligence ou délibérée, finissent par mettre la société en danger. Elle finit par être surprise et se retrouve démunie. Donc oui, nous voulons comprendre, nous voulons savoir. J'ai donc demandé que soit établi un état des connaissances de la délinquance juvénile et des réponses judiciaires. Cet état des connaissances a été élaboré en un peu moins de 4 mois, un exploit. Mais il nous permet de disposer d'éléments qui vont nourrir les actes que nous allons poser pour réformer la justice des mineurs. Parce que les réponses sont judiciaires, mais elles ne sont pas exclusivement judiciaires. Parce que les réponses doivent venir de la puissance publique tout entière, de l'éducation nationale, de la santé, de l'emploi, de la politique de la ville, de la jeunesse. Parce que ces réponses doivent venir aussi des professionnels, elles doivent venir aussi de la société civile. Et je remercie chaleureusement les ministères, les ministres, leurs cabinets et leurs administrations qui ont accepté de travailler de façon transversale sur le sujet avec nous. Je remercie bien entendu vous, les praticiens, les professionnels, magistrats, avocats, éducateurs. Je remercie aussi les présidentes et présidents d'associations qui s'impliquent au quotidien et qui ont accumulé un savoir-faire à travers le temps. Je remercie aussi les entreprises qui acceptent de jouer le jeu, d'accueillir parfois des jeunes en difficulté. Et je remercie avec beaucoup d'insistance les collectivités, les élus locaux qui sont sur le terrain, qui sont confrontés aux difficultés et qui construisent au quotidien des réponses et qui parfois appellent au secours, parfois interpellent, parfois expriment leur exaspération. Et bien entendu, je veux dire ma gratitude à toute l'équipe qui a établi cet état de connaissance et qui a préparé cette journée, à Sylvie Perdriol, à Muriel Aiglin, à tous les membres du comité de suivi, des personnalités de très grande qualité, à fort tempérament, qui ont travaillé pendant tout ce temps, et aux intervenants qui ont accepté de venir apporter leur savoir, leur science, de partager leur savoir-faire. Merci à toutes et à tous.
Parce que grâce à vos travaux, nous comprenons mieux de qui nous parlons. Nous comprenons mieux de quoi nous parlons. De qui parlons-nous? Revenons un instant sur l'actualité récente. Certains ont exprimé leur étonnement que face à la tragédie à laquelle nous avons été confrontés, il y ait eu si peu de jeunes dans la grande mobilisation, la grande marche, qui a montré à quel point le peuple français était prêt à défendre ses valeurs fondamentales, ses libertés individuelles et ses libertés publiques, et à le faire dans la dignité, avec hauteur. Certains ont exprimé leur étonnement de l'absence de la jeunesse. Et pourtant, cela fait des années que les professionnels, les enseignants, les éducateurs, les travailleurs sociaux, les magistrats, les avocats, les policiers signalent le décrochage social, signalent la désaffiliation. Cela fait des années qu'ils alertent. Quelle est la situation de cette population de jeunes? Parce que c'est la population jeune tout entière que nous devons comprendre, que nous devons encadrer, que nous devons éduquer. Nous avons dans ce pays 14 600 000 jeunes qui ont moins de 18 ans. Cela nous fait une proportion par rapport à la population totale de 18,6%. C'est une bonne moyenne, parce que dans l'Union européenne, la moyenne est de 15,6%. Nous avons une population plus jeune. Et lorsque nous regardons les Outre-mer, la moyenne des moins de 15 ans est de 25%. Que s'est-il passé ces dernières années? Il y a eu quelques évolutions remarquables. Par exemple, sur l'étirement du temps de la jeunesse. En 1950, la scolarité obligatoire s'arrêtait à 14 ans. La majorité était à 21 ans. Et en général, en moyenne, les jeunes accédaient à leur premier emploi à 20 ans. Aujourd'hui, la scolarité est obligatoire jusqu'à 16 ans. La majorité est à 18 ans. Mais l'âge moyen d'accès au premier emploi est à 28 ans. Et on constate qu'il y a une fracture entre les diplômés et les non-diplômés. Le taux de chômage est important, notamment chez les non-diplômés. Il est de 23% dans la population jeune en général. Il atteint 40% dans certains territoires. Et lorsqu'on y ajoute les Outre-mer, il monte à 45% et jusqu'à 60% dans certains territoires d'Outre-mer. Il est bon de regarder le profil sociologique de ces jeunes qui sont plus fortement frappés par le décrochage scolaire, 140 000 chaque année, par la difficulté d'accéder à un diplôme, d'obtenir un diplôme. Leur profil sociologique est frappant, mais il est presque évident. D'abord, des jeunes dont les parents ont été ouvriers, ou le sont encore, des jeunes dont les parents étaient étrangers, des jeunes qui résident dans des territoires que nous connaissons bien, où ils subissent souvent la relégation. Ce profil sociologique indique à quel point les politiques publiques doivent s'additionner de façon à réduire l'accumulation, l'empilement de facteurs d'exclusion, de discrimination. Évidemment, dans ces milieux, l'accès à l'autonomie, qui est indispensable pour un sujet de droit, dans ces milieux, l'accès à l'autonomie est plus difficile. Mais surtout, l'accès à l'autonomie est plus périlleux, parce qu'il est plus difficile de résister aux pressions de groupes dans ces milieux territoriaux et sociaux que dans d'autres. Qu'est-ce que c'est que cet âge d'adolescent? L'âge d'adolescent, il y en a qui s'en souviennent de plus près. Moi, je m'en souviens d'assez loin, mais je m'en souviens encore. L'âge d'adolescent, c'est l'âge de tous les bouleversements. C'est l'âge des paradoxes. C'est l'âge de tous les bouleversements parce que c'est le temps où on prend des risques, on veut en prendre, on cherche à en prendre. Et en même temps, c'est un moment de très grande vulnérabilité. C'est un temps où la créativité est effervescente, mais c'est aussi un temps où on risque des explorations hasardeuses. C'est le temps de tous les risques, c'est le temps de tous les possibles. C'est un temps où on construit une identité, on la construit à la fois avec les autres
et contre les autres. Le temps des risques, le temps des possibles, dans le contexte où chacun vit. Et chaque génération est confrontée à un moment particulier. Déjà Jaurès, et c'était au début du XXe siècle, déjà Jaurès disait « La vie a singulièrement resserré devant vous, jeunes gens, l'espace du rêve », au début du XXe siècle. Et nous savons que des générations, entre-temps, ont été confrontées à des moments, évidemment les deux guerres, mais à d'autres moments difficiles. L'espace, la vie a resserré l'espace du rêve devant vous. Et pourtant, il faudra que cette génération fasse, et qu'elle fasse avec. Et nous savons, grâce à l'expérience des uns et des autres, de ceux qui les encadrent, nous savons, grâce à cette alchimie qu'ils savent développer entre l'écoute et l'autorité, nous savons que l'adolescent n'est pas un adulte en miniature. Nous le savons, et d'ailleurs nos engagements internationaux nous le rappellent, que ce soit les conventions européennes ou la Convention internationale des droits de l'enfant. Nous le savons, mais nous ne sommes pas les premiers à le savoir. Déjà en 1945, des centaines de milliers d'enfants, d'adolescents sont morts dans la guerre. Des centaines de milliers d'enfants, d'adolescents se sont retrouvés orphelins, exposés à des dangers, exposés aussi à une vie d'expédient. Et pourtant, avant même que la guerre ne soit finie, avant même que les accords de paix ne soient signés, un général de brigade, parce que Charles de Gaulle n'était alors que général de brigade, a eu l'intuition et la prescience d'affirmer que la France n'est pas assez riche d'enfants pour négliger tout ce qui doit être fait pour en faire des êtres sains. Et il écrit en première phrase de l'exposé des motifs de l'ordonnance de 1945, une phrase sublime à la fois par sa force et par sa concision. Il écrit « Il est peu de problèmes aussi graves que ceux qui concernent la protection de l'enfance, et parmi eux, ceux qui ont trait au sort de l'enfance traduite en justice. » Lorsque nous nous souvenons de cette prescience et de cette intuition, nous avons l'obligation de nous interroger sur les évolutions sociologiques, les évolutions socioculturelles, socioprofessionnelles, territoriales, toutes celles qui appellent des analyses pertinentes de façon à conduire des actions efficaces. Des actions efficaces autour de ce que j'ai évoqué tout à l'heure, le clivage intragénérationnel et non plus seulement intergénérationnel, clivage entre diplômés, pas diplômés, entre conditions sociales différentes, le clivage intragénérationnel, mais également autour de cette désaffiliation sociale, autour de la reproduction socio-économique, qui est un véritable défi pour l'éducation nationale, autour des groupes de pression et de la force de ces groupes pour happer l'individu et parfois, dans certains milieux, l'aspirer dans l'univers de la délinquance. Autour de l'éclatement de l'autorité également, mais aussi autour du discours sur l'égalité, discours qui peut être invalidé du fait que l'égalité n'est pas réelle et que les fractures sont nettes, qu'elles sont claires, que l'empilement des handicaps et des difficultés, des exclusions, des discriminations que j'évoquais tout à l'heure invalide ce discours sur l'égalité. Nous avons donc là un enjeu de citoyenneté, nous avons là un enjeu de démocratie. Et que fait la justice face à cela? Que font ces adultes? Que faites-vous, vous, qui êtes confrontés à toutes ces difficultés? Mais vous inventez. Depuis des années, vous inventez. Lorsque l'équipe s'est mise à travailler sur cet état des connaissances, sont remontées toutes ces évolutions qui ont eu pour ressort essentiellement l'innovation, les capacités de réponse que vous avez vous-même élaborées dans vos professions et dans vos métiers au quotidien. Vous avez introduit des innovations qui ont entraîné l'institution elle-même. Et nous avons donc pu constater l'évolution des réponses judiciaires, l'évolution de la délinquance juvénile, l'évolution des réponses judiciaires.
Ça n'empêche que la justice se trouve placée au centre des tensions sociales, et la justice juvénile en particulier, la justice des mineurs en particulier, que les magistrats et les juges sont placés au cœur de ces tensions sociales, au milieu de demandes parfois contradictoires, parce qu'il faut arrêter la violence, il faut arrêter les actes délictueux, il faut rappeler les règles, il faut réparer pour la victime, et il faut aussi permettre à l'auteur de l'acte, à ce jeune délinquant, de sortir de la délinquance. Et c'est la parole judiciaire qui va inspirer et générer la parole éducative, l'action éducative. Et la justice, évidemment, elle est exposée à l'évolution de la demande sociale. Elle est en résonance avec cette demande sociale. Une demande d'autorité, une demande de fermeté, une demande de célérité. Mais nous ne devons pas perdre de vue l'importance de l'éducation, parce que l'éducation est la condition de la désistance, la condition pour arracher ces jeunes à leur trajectoire de délinquance et les conduire à construire leur propre destinée. Évidemment, face à ces demandes contradictoires, les réponses se sont affinées au cours du temps. La législation n'a pas toujours accompagné, elle n'a pas toujours aidé, mais les uns et les autres ont su construire, ont su prendre les décisions qui pouvaient apporter et donner les meilleurs résultats. Et dans ces constructions, des structures aussi ont été conçues. Mais vous en parlerez longuement et savamment dans la journée. Les réponses qui ont été construites à travers les centres éducatifs renforcés, par exemple, et où le compagnonnage et en même temps le sens de la responsabilité a permis de comprendre comment on pouvait mieux travailler dans les hébergements collectifs. Les centres éducatifs fermés, dont la fermeture est juridique, dont la conception n'était peut-être pas spécialement vertueuse, mais dont l'appropriation par les éducateurs, par les professionnels, a fait que ces séjours peuvent s'inscrire dans un parcours, et c'est ce que vise la protection judiciaire de la jeunesse, notamment avec la note d'orientation que la directrice a diffusée en septembre 2014, un parcours, l'importance de prendre le mineur dans le cadre d'un parcours et de ne pas le résumer ni aux actes ni aux décisions de justice. Et puis surtout, depuis 8 ans, les mesures de réparation ont augmenté de 32%. Les mesures de réparation, c'est à la fois une pédagogie de la responsabilité, c'est à la fois une sensibilisation aux préjudices subis par la victime, par les victimes, et c'est aussi une confrontation aux règles de la société, à la nécessité de respecter ces règles de la société. Et c'est en tenant compte de ces évolutions, c'est en tenant compte aussi des comparaisons qui ont été faites avec d'autres pays, des pays de l'Union européenne, parce qu'après la guerre, la plupart des pays européens ont adopté une justice spécialisée pour les mineurs. La plupart de ces pays ont introduit des dispositions éducatives prééminentes, prégnantes dans la justice des mineurs. Certains de ces pays, après, ont introduit des dispositions qui ont durci. Je pense à la Belgique, par exemple, à l'Espagne. Il y a d'autres pays qui ont au contraire renforcé la protection, tels que l'Allemagne, l'Italie. Le Royaume-Uni était dans un système mixte, mais où la répression était plus forte. Depuis 5 ans, le Royaume-Uni, après avoir analysé les conditions, les réponses judiciaires, a plutôt élargi le champ de compétences de ce qu'ils appellent les Youth Offending Teams. Ce sont des équipes pluridisciplinaires qui interviennent au niveau local. Et puis nous avons regardé ce qui se passait aux États-Unis aussi. Aux États-Unis, depuis quelques années, 27 États ont décidé de revoir leur législation pénale, de renforcer les mesures alternatives et même, pour certains de ces États, de remonter l'âge pénal. Nous avons donc regardé ce qui se passe ailleurs, selon la logique d'ailleurs, parce que nous devons penser nos réponses selon nos logiques, selon nos cultures, selon nos sociologies, selon nos propres codes. Mais vous allez parler de tout cela plus brillamment et surtout plus précisément tout à l'heure. La réforme de l'ordonnance de 1945, sur laquelle nous travaillons depuis un peu plus d'1 an, cette réforme s'inspire de tous ces travaux, de toutes ces comparaisons, de cet état des connaissances et des réflexions. Elle s'en inspire
pour apporter les réponses les plus adaptées à l'évolution de la jeunesse. Non pas l'évolution fantasmée, mais l'évolution telle qu'elle nous est donnée à voir par celles et ceux qui travaillent, qui réfléchissent, qui expérimentent, qui vérifient, qui rigoureusement produisent des analyses. Il faut, et c'est une demande générale des praticiens, il faut rendre cette ordonnance plus cohérente, plus lisible. Il faut construire des réponses qui soient immédiates, rapides, qui soient plus adaptées, qui soient plus efficaces. Et nous avons procédé déjà à 3 cycles de consultation. La plupart d'entre vous, vous connaissez les problématiques qui se posent dans ce texte. Celle évidemment de la spécialisation, de la justice des mineurs, celle de la place de l'éducation, question de l'entrée de la contrainte dans l'éducation ou de l'entrée de l'éducation dans la contrainte, sujet qui a fait l'objet d'un colloque en 2013. Vous connaissez les problématiques en matière procédurale, avec la césure du procès et une décision immédiate concernant les victimes. Vous connaissez évidemment les questions concernant le parcours, la prise en charge du mineur et surtout, la nécessité de mettre un terme à l'accumulation de mesures qui ne s'articulent pas entre elles et la suppression des tribunaux correctionnels pour mineurs, parce que c'est typiquement, sans efficacité d'ailleurs, c'était typiquement un moyen, en tout cas une volonté politiquement exprimée, de rapprocher la justice des mineurs de celle des majeurs. C'est une réforme sur laquelle nous continuons à travailler. Bien entendu, nous allons tirer enseignement de vos travaux aujourd'hui pour enrichir ce projet de texte. Mesdames et messieurs, nous savons qu'il faut additionner nos forces, nos moyens, nos capacités pour répondre à ce sujet de société. Et pour y répondre, évidemment, nous additionnons déjà nos forces au niveau ministériel, puisque avec l'Éducation nationale, sur l'absentéisme, le décrochage scolaire ou les dispositifs relais, avec le ministère de la Santé, le ministère de l'Emploi, le ministère de la Famille, le ministère de la Vie, le ministère de la Jeunesse, le ministère de la Culture. Avec ces ministères, nous avons pris des dispositions pour que le public pris en charge par la protection judiciaire de la jeunesse soit impliqué dans toute une série de comités interministériels, le comité interministériel pour la jeunesse, le comité interministériel de lutte contre les exclusions, le comité interministériel de prévention de la délinquance, le comité interministériel à la citoyenneté et à l'égalité qui a été annoncé en janvier, le 21 janvier par le Premier ministre. Et bien entendu, nous sommes impliqués avec le ministère de la Famille dans la modernisation de l'action publique pour ce qui concerne la gouvernance des enfants, donc en lien avec l'Association des départements de France. Nous allons continuer à additionner nos efforts. Les travaux que vous allez produire aujourd'hui vont nous permettre de mieux percevoir les points de vulnérabilité, mais également les forces, les points de vulnérabilité qui entraînent parfois, qui apesantissent un peu des parcours ou des débuts de parcours de délinquance, mais également les forces qui permettent de sortir de cette délinquance. Et cela, il est important que nous puissions y impliquer les jeunes même, parce que les jeunes sont des sujets de droit, et nous devons les rendre responsables. Diderot disait que tous les enfants qui viennent au monde devront former la société dans laquelle ils vont vivre, de sorte que leur éducation est le sujet le plus intéressant pour eux-mêmes, pour leur famille et pour l'État. C'est incontestablement le sujet le plus intéressant. Nous allons pour notre part répondre à un certain nombre de sujets extrêmement importants et urgents. Celui du sentiment d'appartenance et de la réalité de l'appartenance. Celui de la conscience des devoirs et des droits. Celui aussi de la connaissance des règles, du respect des règles, du respect de soi-même, du respect d'autrui. Tout cela n'est pas inné. Tout cela s'acquiert par l'éducation nationale, par la justice sociale, par la politique culturelle. Et c'est à cela que nous devons œuvrer, dans le contexte auquel nous sommes confrontés, dans celui auquel font face les jeunes aujourd'hui, les adolescents, tous, qui s'interrogent, parce que c'est un âge d'interrogation, et qui sachent que chaque génération a été confrontée à des difficultés et que chaque génération a fourbi ses armes pour faire face à ces difficultés, que chaque génération est bien responsable de la réponse qu'elle construit, qu'elle édifie pour faire face à ces difficultés.
Et que l'on pense d'ailleurs à ce que disait César Vallejo, un très grand poète péruvien. Il écrivait cela au milieu du XXe siècle. C'était une autre époque. Et disait, la douleur est de plus en plus grande dans le monde, à chaque instant. Elle grandit pas à pas, 30 minutes par seconde. Jamais, hommes humains, il n'y eut tant de souffrance dans les poitrines. Jamais la tendresse ne fut si douloureuse. Jamais le lointain n'attaqua de si près. Ah, hommes humains, il y a, frères, tellement à faire. Merci.